Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la journée mondiale des malades. Oui, moi aussi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Je me suis renseigné et en fait, cette journée a été créée en 1992 par le pape Jean-Paul II dans l'Église catholique, avec l'idée de soutenir toutes les personnes qui souffrent d'une maladie, qu'elle soit physique ou psychologique, et de mettre en lumière le travail des soignants et des bénévoles. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions sur le fonctionnement du système de santé en France, surtout si vous envisagez de vous installer en France. Et je profite de cette journée spéciale donc pour partager une expérience un peu personnelle. Mon beau-père a été gravement malade, atteint d'un cancer. Il a, bien heureusement, finalement survécu grâce à sa force mentale, mais aussi grâce à la qualité exceptionnelle des médecins et des spécialistes. Les équipes ont utilisé des technologies de pointe comme les robots et l'intelligence artificielle pour l'aider dans son traitement. J'entends beaucoup de Français se plaindre de notre système et cette expérience m'a vraiment ouvert les yeux sur l'efficacité et la modernité de notre système de santé français. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler, vous dire comment notre système de santé fonctionne et ce que vous devez savoir si vous voulez y avoir accès. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Quand on parle du système de santé français, il faut imaginer une longue histoire de construction, presque comme des couches successives qui se sont ajoutées les unes aux autres. Au début du XXe siècle, il n'existait pas de véritable couverture universelle. Les ouvriers pouvaient parfois bénéficier de caisses de secours, mutuelles, créées par des syndicats ou des entreprises. Mais ces protections restaient très partielles. En France, quand on parle de caisse dans le contexte de la santé ou de la protection sociale, ce n'est pas du tout une boîte. C'est plutôt un nom donné pour une organisation qui collecte les cotisations et gère le remboursement des soins. Donc à l'époque, si vous étiez indépendant, paysan ou simplement sans affiliation professionnelle stable, vous n'aviez souvent aucune aide en cas de maladie. Mais en fait, le véritable tournant arrive après la Seconde Guerre mondiale. En 1945, la France crée la sécurité sociale. C'est un moment fondateur, presque mythique dans l'imaginaire collectif. L'idée est de protéger tout le monde, et pas seulement les travailleurs salariés. Le principe est simple, mais révolutionnaire. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit des soins selon ses besoins. À partir de ce moment-là, le remboursement des frais médicaux devient un droit, et non plus une faveur accordée par une caisse privée.
Dans les décennies qui suivent, le système s'étend à toutes les professions et se structure autour de grands hôpitaux publics modernisés dans les années 1950 ou 60 même, avec la création des centres hospitaliers universitaires. La médecine française devient alors un symbole de progrès social, accessible et de haut niveau. Et à partir des années 90, face à l'augmentation des dépenses, il a fallu organiser et réguler davantage. C'est à ce moment qu'apparaît l'idée du médecin traitant. Le médecin traitant, c'est un médecin généraliste qui coordonne le parcours du patient et qu'on essaie de mieux encadrer l'accès aux spécialistes et les prescriptions pour éviter les abus. Ce médecin connaît l'historique de santé du patient et coordonne ses soins. Il oriente vers des spécialistes si nécessaire. Cette organisation, appelée le parcours de soins coordonné, est faite pour optimiser le remboursement et éviter que les patients n'aillent directement voir différents spécialistes sans suivi. Pour les étrangers, c'est souvent surprenant, car dans certains pays, on peut consulter un spécialiste sans passer par un généraliste. En France, suivre ce parcours est non seulement une question de remboursement, mais aussi de culture médicale. Le généraliste est considéré comme le premier interlocuteur de confiance pour la santé. Par exemple, quand j'étais petit, j'ai toujours eu le même médecin traitant pendant 15 ans. En parallèle, il y a eu la numérisation qui a commencé à transformer la relation avec le système. La carte vitale, puis le dossier médical partagé permettent de simplifier les démarches et de mieux suivre les patients. Alors, la carte vitale, c'est un peu la deuxième carte d'identité française, tellement elle est importante pour les Français. C'est une petite carte personnelle verte qui permet d'être remboursée automatiquement par l'assurance maladie. Sans elle, il est très difficile de recevoir un remboursement rapide pour les consultations, les médicaments ou les examens. Donc pour les Français, c'est un outil tellement courant qu'on l'a toujours sur soi lors d'une visite médicale. Un autre aspect à connaître, c'est la différence entre les médecins du secteur 1 et de secteur 2. Les médecins en secteur 1 pratiquent des tarifs conventionnés, c'est-à-dire que le prix des consultations est fixé et remboursé de manière standard par la sécurité sociale. Les médecins en secteur 2 peuvent pratiquer des dépassements d'honoraires, ce qui signifie que le patient doit payer un supplément, souvent partiellement remboursé par une mutuelle. Cette distinction explique pourquoi certains Français choisissent soigneusement leur médecin en fonction du coût ou de la réputation. Il faut aussi comprendre la distinction entre l'hôpital public et les cliniques privées. Alors, les hôpitaux publics sont au centre du système, surtout pour les urgences et les soins complexes. En fait, ils offrent un accès universel et ils sont financés par l'État. Et les cliniques privées, elles, sont souvent choisies pour des actes programmés ou des interventions planifiées, avec parfois des délais plus courts, mais un coût qui peut être plus élevé selon le secteur du médecin. Alors c'est vrai, notre système de santé fait rêver la Terre entière. Il faut dire qu'il offre une couverture très large et une protection financière importante. Pour la majorité des soins, des consultations aux hospitalisations, la sécurité sociale rembourse une partie très importante des frais. Ça signifie que les Français n'ont pas à se soucier constamment du coût d'une consultation ou d'une hospitalisation.
Se soucier signifie se préoccuper. Bien sûr, certaines personnes souscrivent une mutuelle privée pour compléter le remboursement. Mais dans l'ensemble, le système garantit un accès aux soins pour tous, quel que soit le revenu. Et puis la France bénéficie d'une qualité clinique élevée. Les hôpitaux universitaires et les services spécialisés sont assez réputés et certaines spécialités médicales sont mondialement reconnues. Le réseau hospitalier et médical est dense, avec de nombreuses structures accessibles, que ce soit dans les grandes villes ou dans des zones plus rurales, même si certaines disparités existent encore. Cette densité et cette expertise expliquent pourquoi les Français ont tendance à consulter différents spécialistes, parfois dès les premiers signes d'un problème, et pourquoi ils accordent aussi une grande confiance à leur système de santé. Mais dès les années 2010, malgré sa générosité, le système français montre des signes de fatigue. L'hôpital public est sous pression. Les soignants dénoncent des conditions de travail difficiles et certaines régions voient apparaître ce qu'on appelle des déserts médicaux où il devient compliqué de trouver un médecin disponible. En plus, les délais d'attente pour consulter certains spécialistes ou obtenir certains examens se sont allongés ces dernières années. Donc même si la qualité des soins reste élevée, eh bien, il faut parfois patienter plusieurs semaines, jusqu'à 6 mois plus ou moins, parfois en fonction de là où on est, pour obtenir un rendez-vous. Ce qui peut être très frustrant pour les patients et compliquer la gestion de maladies chroniques, bien sûr. Le système français, il est assez complexe administrativement aussi. La carte vitale facilite le remboursement, mais il reste nécessaire de comprendre les démarches. Pour pouvoir obtenir cette carte, vous devez d'abord être affilié à la sécurité sociale française. Pour un étranger, ça implique, en général, d'avoir un titre de séjour valide et de pouvoir justifier de votre résidence en France. Donc, il vous faudra d'abord obtenir un titre de séjour, puis le numéro de sécurité sociale, avant de demander la carte. Ça peut prendre un peu de temps, et durant cette période, il est possible de bénéficier d'une assurance privée ou complémentaire temporaire pour couvrir vos frais médicaux immédiats. La pandémie de Covid-19 en 2020 agit alors comme un révélateur. D'un côté, elle montre la force du modèle français, la capacité à soigner massivement, à offrir gratuitement des vaccins et des tests à toute la population. Elle a permis le développement de la télémédecine. Et depuis la pandémie, il est devenu aussi possible de consulter un médecin à distance, donc pour des questions simples ou pour un suivi régulier. Ça a permis aussi d'aider les patients vivant dans des zones rurales ou dans des régions où l'accès aux spécialistes est difficile. Mais d'un autre côté, elle a mis en lumière ses fragilités. Les hôpitaux sont saturés, le personnel est épuisé et il y a un manque de coordination par moment. Les hôpitaux, comme je vous disais, ont été saturés très rapidement, surtout les unités de réanimation. Les soignants ont dû faire face à un afflux massif de patients gravement malades, avec parfois un manque de lits ou de matériel. Et cette situation a obligé certains services à prioriser les soins. Beaucoup de consultations non urgentes ont été reportées, des opérations planifiées ont été annulées et les patients atteints de maladies chroniques ont parfois vu leur suivi interrompu. Le personnel médical a lui aussi été confronté à un stress immense pendant cette période et aussi une fatigue extrême. Le burn-out, la surcharge de travail et la pression émotionnelle ont touché de nombreux soignants. Cette situation
a conduit à un mouvement important de revalorisation salariale et de reconnaissance professionnelle connu sous le nom de Ségur de la santé, qui visait à renforcer les hôpitaux et à améliorer les conditions de travail. Les médecins, les infirmiers, les aides-soignants et les autres professionnels de la santé ont bénéficié d'augmentations parfois historiques afin de reconnaître leur rôle essentiel et de limiter le turnover et le burn-out. Cette revalorisation a permis de redonner de la motivation aux équipes, de fidéliser le personnel et de rendre certaines spécialités plus attractives. Plusieurs milliards d'euros ont été destinés à moderniser les bâtiments, les équipements et les systèmes numériques. En fait, l'idée était de rendre les hôpitaux plus efficaces, plus sûrs et mieux préparés à gérer des situations exceptionnelles comme la pandémie. Mais aujourd'hui, la problématique réelle, c'est la pénurie de spécialistes. Il y a moins de jeunes médecins et certaines spécialités moins rémunératrices attirent moins de praticiens. Et puis beaucoup préfèrent s'installer dans des grandes villes ou des régions déjà bien desservies, laissant les populations rurales moins bien couvertes. Les pouvoirs publics ont mis en place des mesures comme des primes pour les médecins s'installant dans ces zones ou des contrats ciblés pour certaines spécialités, mais ces initiatives n'ont pas encore totalement résolu le problème. Malgré toutes ces difficultés, j'ai cherché et j'ai vu que la France conserve des performances globales très solides en matière de santé. Comparé à d'autres pays européens ou à des pays de l'OCDE, la France se distingue par la qualité de ses soins hospitaliers, son niveau élevé de dépenses de santé par habitant et sa capacité à couvrir toute la population grâce à la sécurité sociale. L'espérance de vie reste parmi les plus élevées au monde. En 2024, elle est de 85,6 ans pour les femmes et à 80 ans pour les hommes. Et les indicateurs de santé comme la mortalité infantile ou le suivi des malades chroniques sont plutôt bons. Cependant, sur certains aspects, la France montre aussi ses limites. Si l'on regarde la réactivité et l'accès aux soins, par exemple, pour les rendez-vous avec des spécialistes d'autres pays, notamment en Scandinavie ou en Allemagne, eh bien, ils présentent une répartition plus équilibrée et des délais parfois plus courts. Aujourd'hui, en 2026, on peut dire que le système de santé français est toujours fidèle à son héritage de 1945. On peut le dire, il reste l'un des plus protecteurs au monde, fondé sur la solidarité et sur un rôle central de l'État. Mais il doit relever de nouveaux défis, comme le vieillissement de la population, la révolution numérique et surtout les difficultés d'accès aux médecins, qui sont devenus le grand sujet de préoccupation des Français. Donc même si ces difficultés existent, si on compare avec d'autres grands pays du monde comme les États-Unis ou l'Angleterre par exemple, je pense que l'on ne peut pas se plaindre. Mais bon, vous savez comment on est les Français. Voilà, j'espère que ça vous a appris des choses. Je dédie cet épisode à mon beau-père qui probablement m'écoutera. Si ça vous intéresse de pratiquer avec moi votre français et d'apprendre de nouvelles choses sur la France et les Français, je vous laisse le lien dans la bio pour un appel gratuit avec moi. Sinon, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des personnes qui ont besoin d'améliorer leur français. Merci encore de m'écouter chaque mercredi. Et pour terminer, n'oubliez pas, être en bonne santé, c'est aussi apprendre à réfléchir. À la semaine prochaine, les amis. Ciao.